Michel Auduit et la Fédération française du paysage m'ont demandé de traiter les questions du jardin, du paysage et du territoire. Par conséquent, ce petit exposé ou cette conférence est une commande. Donc en préalable, je vais essayer de réfléchir avec vous à ce que recouvrent ces notions, en partant bien évidemment de ma propre expérience, mais aussi des idées que nous portons avec Michel Auduit et avec la Fédération française du paysage sur ces domaines. Donc je vais rappeler l'importance de l'investissement du politique pour la question du paysage, pour le paysage, puis autour d'une opération symbolique, j'évoquerai les difficultés. Je ne peux pas avoir un truc c'est parce que c'est lourd à porter. Pardon, je suis en train de vous faire le plan de ce que je vais vous raconter là. J'évoquerai les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et cet exemple, en particulier, nous sommes confrontés aujourd'hui en matière de projet. Et cet exemple me permettra de préciser la pratique du projet à plusieurs échelles. Et enfin, en présentant la promenade de deux jardins contemporains qui sont empreints d'une demande écologique, je tenterai de rappeler la nécessité qui nous est apparue absolument fondamentale d'une composition harmonieuse pour le projet. Alors, donc je vais faire le jardin, le paysage, le territoire. Et puis ensuite la visite de ces deux jardins que j'ai fait, vous verrez, avec des professionnels. Et donc ce n'est pas seulement mon regard, c'est aussi leur regard et leurs idées à travers ces deux jardins et la question de la biodiversité. Donc le jardin d'abord. Si on veut réfléchir au sens de ce que représente le jardin pour les humains, il convient de prendre la mesure, comme le rappelait Jean-Pierre Mao, qu'un jardin doit être créé pour l'agrément, celui des sens et de la pensée, et qu'il soit public ou privé. Et cet agrément n'a qu'un but, permettre à l'homme de trouver ou de retrouver la relation qu'il entretient avec la nature, avec un grand N, et puis avec sa propre nature, avec lui-même, bien évidemment. Et c'est précisément ce que nous venons y chercher, consciemment ou non. Une paix intérieure que la nature détient essentiellement et qu'elle peut communiquer à celui qui s'efforce de la trouver. C'est un peu le mythe du jardin d'Éden, c'est le don du Créateur. Et dans un jardin, comme le rappelle la paysagiste Chantal Ducruy, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, même quand on est face à soi-même, parce qu'on retrouve la surprise de la lutte pour la vie, cette lutte pour la vie en but aux lois de la nature et du temps qui passe, au fond. C'est pourquoi, contrairement à la forêt, à la campagne, à tout lieu naturel, où chaque élément est indépendant l'un de l'autre et lutte pour sa survie, un jardin doit être construit de telle sorte qu'on puisse y trouver une intimité. C'est un lieu d'intimité. Un jardin est un enclos où le regard est arrêté par des limites, et c'est d'abord et toujours un espace délimité, relativement clos, même s'il reste ouvert sur la nature. Un jardin réussi est celui où l'intimité est naturelle, intimité entre l'homme et lui-même, intimité entre le monde humain et le monde végétal, les plantes, les arbres que l'homme côtoie. L'intimité que génère le jardin, c'est d'abord lié à son échelle qui doit être éminemment humaine. Un jardin comme une maison sont conçus à l'image et à l'échelle de l'homme, à la mesure de ses créations comme de ses besoins. L'esprit d'un jardin et son existence révèlent comme un poème, une musique ou une peinture de quelque chose qui est donné à la satisfaction des autres et qui est par nature plus complexe que le seul espace visuel qu'il donne à voir. Et ça explique que le jardin possède un esprit, et cet esprit est familier, il est bienveillant. On l'appelle généralement le génie du lieu, le genius locus. C'est aussi l'âme du jardin, au fond, cet esprit. Alors c'est dans cette forme complexe d'intimité, d'échelle et de besoin que se situe le travail du concepteur jardinier. Et ça réclame pour le concepteur une culture approfondie des plantes. Créer un jardin, ça demande de pénétrer dans la connaissance du monde végétal et de la nature, comme le réclame avec raison Gilles Clément. Mais pour entrer en relation avec les mondes vivants, s'il faut posséder une culture du végétal, un contact avec la terre, voire même avoir les pieds dans la terre, il faut aussi avoir la tête emplie de rêves.
il faut pouvoir dessiner ces rêves qui sont pouvoir dessiner nos rêves qui sont des projets en vérité. Et cette composition, donc avoir la tête dans les étoiles, c'est au fond le cosmos. Et le cosmos, c'est la mise en ordre, une mise en ordre. Donc le projet, c'est aussi une mise en ordre, les rêves. Alors, parce que le dessin, comment elle se fait, cette mise en ordre? Eh bien, elle se fait par le dessin, parce que le dessin met chacun en situation d'observateur actif, et c'est la manière, le dessin, c'est aussi la façon d'entrer en relation avec d'autres vivants, parce qu'il met chacun en situation d'observateur actif entre ce qu'on voit, ce qu'on vit et ce qu'on représente. C'est le moyen efficace pour capter le vivant à travers le caractère du lieu. C'est le dessin qui capte le vivant à travers le caractère du lieu. Et donc ces deux types de pratiques, la connaissance et de culture, il y a deux types de culture ça forme une dialectique savante et complexe. Et au fond, le jardin, c'est une composition sensible et technique, et ça permet la présentation de l'art de l'aménagement. L'art du jardinier, c'est sans doute l'art le plus complet, parce qu'il fait appel à tous nos sens en éveil, à l'ensemble de l'art du sensoriel sur lequel je ne traite pas ici. Cet art étant le domaine de l'architecture, puisqu'il relie ses productions à la nature, mais il dépend des mêmes règles de composition. La première étant le choix du terrain, où s'implante le jardin, et savoir tirer parti du contexte, du cadre environnemental ou du site dans lequel on implante l'aménagement, de travailler ses limites, son entrée et sa sortie. Le jardin suppose la durée, il suppose une unité dans la composition, il réclame des soins constants et une prise en compte de sa dynamique. La composition à créer cherche encore la répartition de l'ombre et de la lumière et des vues qui relient les espaces les uns aux autres. Les grands parcs classiques de Le Nôtre sont l'illustration dessinée de structures paysagères qui attestent d'une compréhension approfondie des sites permettant une création harmonieuse. Il constitue l'image, il constitue même le symbole de l'art de l'aménagement à la française. Le Nôtre et ses jardiniers, comme plus tard le seront la génération des Duchesne, père et fils, qui excellent dans la connaissance du végétal, mais qui sont aussi des projeteurs, qui sont aussi de formidables dessinateurs. Le Nôtre est un artiste hors pair, et d'ailleurs, il est un artiste hors pair, il a une rapidité de dessinateur, et tous ses contemporains le racontent. Saint-Simon, Madame de Sévigné, La Fontaine, ils disent que partout où il passait, le sol était jonché de dessins. Il ne nous a laissé aucun écrit, mais par contre, il y a quelques dessins. Donc, à travers les éléments de composition qu'il va s'appliquer à employer, ce sont les figures paysagères présentées dans les jardins classiques, les ronds-points, les pas de doigts, les exèdes, les quinconces. Le Nôtre présente la palette ou la grammaire pour déployer l'espace moderne et parcourir la grande distance. Parmi ces figures, l'élément central est l'alignement. L'alignement va border les grandes perspectives des grands parcs, mais aussi elle va border l'alignement, les grandes infrastructures d'échelle territoriale que sont les routes et les canaux. Et ces grandes infrastructures ont permis la circulation des êtres et des biens, et par là de constituer notre espace national. Donc je pense qu'il faut quand même considérer, c'est un point de vue que j'aimerais que vous gardiez en mémoire, parce qu'il donne lieu à beaucoup de débats, que le jardin, ce n'est pas un prototype, ce n'est pas un laboratoire de français, ce n'est pas un modèle pour le territoire, comme on l'a beaucoup énoncé. Ça, c'est un contresens, me semble-t-il, mais je crois que c'est une idée qu'on partage avec Michel Auduit. Et tout au contraire, comme le dit Courajou, c'est sa formule, le jardin, c'est le lieu de la présentation. C'est la vitrine, ou encore le modèle réduit de ce qui a été pensé sur le territoire. Autrement dit, les figures sont pensées et expérimentées sur la grande échelle, sur le territoire, et ensuite elles sont présentées dans le jardin. Le jardin, c'est la vitrine, le modèle réduit, le lieu de la présentation. Alors, deuxième point, j'avais dit en préalable, il faisait très chaud ici, que je répondais à une commande. Donc, deuxième point, je continue mon exercice de commande, le paysage. Le jardin, j'ai traité le jardin, je vais traiter le paysage, je traiterai le territoire. Le paysage. Alors, le paysage, ça ne fait pas seulement appel à l'intimité comme le jardin, puisqu'il relève d'abord du travail de la communauté. Le paysage
est un espace-temps, le temps historique dans lequel la communauté humaine s'est approprié l'espace, a fait de la géographie son histoire, c'est-à-dire comment la communauté a réussi la mise en valeur d'un territoire réel en s'appuyant sur les ressources locales et en même temps elle a trouvé les formes d'organisation sociale. Le paysage, ça raconte des histoires qui sont liées à l'histoire et la géographie, et il raconte l'histoire dont les hommes ont aménagé la géographie pour y vivre. Son échelle concerne essentiellement le territoire de vie de la communauté humaine implantée dans un lieu. En France, il s'agit traditionnellement de la commune. Bien évidemment, il possède des qualités, le paysage, des qualités poétiques qui sont liées au projet, et politiques. Pour que ce domaine existe, pour que le paysage existe, il faut que l'institution politique soit mobilisée, et c'est tellement vrai que le paysage qu'on croyait définitivement remisé au passé n'a retrouvé un droit de cité qu'avec la création du ministère de l'Environnement. C'est avec effectivement ce ministère de l'impossible que des services apparaissent dans toutes les régions, notamment des ateliers de sites et des paysages, c'est les années 70, le ministère de l'impossible. Ils vont avoir, ces services de sites et paysages, une action de temporisation face aux aménageurs après les 30 Glorieuses, et aux ingénieurs routiers et autres. Ils vont permettre de retrouver ces ateliers de sites et paysages, qui vont permettre de retrouver sa place au domaine du paysage. Et les soldats du paysage, que sont les inspecteurs des sites, voient partout, à partir des années 70, la création du ministère de l'impossible, leur fonction réactivée. Il faut se souvenir que ces soldats, que les inspecteurs des sites, sont issus de la bataille qu'avaient engagée les grands écrivains, en particulier autour de Victor Hugo et de la bataille d'Hernani. Ils sont nés à peu près à l'occasion au XIXe siècle. Donc la loi est apparue un siècle avant, mais ils sont issus de cette bataille-là, ces gens-là. Du côté de l'enseignement, si une section paysage a été ouverte en 1946 au sein de l'école d'horticulture de Versailles, l'enseignement du paysage, dans ces années-là, n'était pas véritablement reconnu, et elle n'était pas reconnue en particulier par les grandes écoles de l'agriculture, en particulier par l'ENGREF. Et la section du paysage était donc un parent pauvre des grandes écoles. Elle va disparaître dans les années 70 pour laisser la place, un très court temps, à une formation de paysagistes de territoire qui était réclamée par les professionnels et en particulier par Jacques Sgard. Donc cette formation, c'est le CNERP, le Centre national d'études et de recherche du paysage, où à l'image de l'école normale supérieure, les étudiants vont recevoir un salaire. C'est utile de mentionner ce CNERP parce que c'est la première fois que l'État s'engage sur le paysage, sur une formation de haut niveau. C'est la première fois. Donc, dans le cadre de... elle va disparaître aussi, ce CNERP va très vite disparaître au début de 1979, au moment de la création du grand ministère de la qualité de la vie et de l'avènement d'une grande direction aussi qui va s'appeler la direction de l'urbanisme et des paysages. Et elle va intégrer en son sein cette équipe permanente du CNERP. Donc, dans le cadre de cette direction, apparaît pour la première fois une mission paysage. Et cette mission, comme la nouvelle direction, ça suscite beaucoup de remous dans le landerneau ministériel. J'ai entendu dire, je vous assure que je peux même vous dire qui vous l'a dit, une direction des paysages, et pourquoi pas, tant que vous y êtes, une direction des nuages. Donc il y avait pas mal d'hostilité. Donc ce grand ministère tente de rassembler et rapprocher les aménageurs et les protecteurs. Cette fusion ne s'est jamais véritablement faite. De nouveau, du côté de l'enseignement, l'école de Versailles réapparaît en 1976 dans son lieu symbolique au potager du roi à Versailles. Enfin, en 1993, une loi paysage inscrit dans le texte législatif le paysage comme une réalité et non plus quelque chose qui relève des goûts et des couleurs de chacun. Et cela, le paysage une réalité, ça va donner un droit de cité à la profession. Et grâce à ce nouveau dispositif, eh bien, les paysagistes conseils sont nommés dans toutes les régions
Et donc, ce que je essayais que vous reteniez à travers cette partie, cette commande sur le paysage, c'est que pour que le domaine existe, il faut un investissement politique et une continuité politique à long terme. Voilà. Il faut qu'il y ait un investissement politique, ça n'existe pas sans qu'il y ait un investissement politique. C'est très important, ça. Mais qu'il s'agisse du jardin, du paysage ou des territoires, pour avancer à toutes ces échelles, et surtout ces domaines qui relèvent de l'art de l'aménagement, ça reste affaire de projet. Et ce n'est pas d'une analyse universitaire dont nous avons besoin, parce que l'analyse universitaire se doit de rester neutre, se situe dans une sectorisation cartésienne, où l'analyse appelle et renvoie toujours à une autre analyse. Tout au contraire, comme le dit Karl Corajou, notre maître, le projet doit nécessairement déboucher sur une réponse concrète. Le projet reste lié à l'action. Cette action le force à prendre parti, à ne pas rester neutre. Ça nécessite un engagement, un don de soi, qui exige une vue d'ensemble pour constituer le parti pris. Donc, dans l'enseignement, on a beaucoup de difficultés par rapport à, pour se faire reconnaître par rapport aux universitaires. Beaucoup de difficultés. Alors, je suis ma commande, j'espère que vous me suivez aussi. Le territoire. Le territoire est porté par une échelle et une communauté humaine encore plus élargie. C'est à la fois l'espace de la région, de la nation et du continent. S'il porte le pays tout entier, il englobe aussi celui de l'Europe. Mais en même temps, le territoire est aussi un espace beaucoup plus technique. Alors, pour illustrer cet aspect de territoire, je vais évoquer un projet qui a unifié une région et qui forme depuis lors un grand jardin territorial. Comme ça me permet de faire le lien. Tout le monde connaît, vous connaissez tous le canal du Midi, qui a en son temps édifié le Languedoc et qui a aussi permis les gens de Languedoc, l'unification des gens de Languedoc. On sait qu'à court terme, vous avez peut-être entendu dire qu'à court terme, les plantations le long du canal sont condamnées parce qu'elles sont attaquées par un champignon qui entraîne la mort des arbres. Et donc la totalité des platanes plantés sont appelés à disparaître, et la question de la replantation et du code paysager qu'il convient d'implanter sur les rives me paraît très intéressante parce qu'elle présente un éventail des confusions auxquelles nous nous heurtons précisément en matière de projet. Alors, face à la maladie des arbres, une étude avait été réalisée pour un projet de replantation et on peut dire que cette étude a collectionné tous les contresens. Elle a collectionné les contresens. Je crois qu'elle les a collectionnés par manque de culture de ce que représentait l'ouvrage d'art dans l'espace national. Ces propositions partaient de l'état actuel de dégradation et légitimaient l'absence de moyens, autant humains que financiers, de Voies navigables de France, la préoccupation de Voies navigables de France, dont les crédits avaient été très très sévèrement amoindris, portait essentiellement sur l'entretien sécuritaire des berges. Leur problème, c'était que les berges ne s'effondrent pas. Ils n'avaient plus du tout de crédit, et c'était leur question. Et donc, depuis plus de 40 ans, personne, finalement, n'avait eu le loisir de porter une vraie attention aux arbres. Et on avait oublié que les arbres, personne non plus ne rappelait que les arbres qui bordaient les rives faisaient toute la beauté de l'ouvrage, c'est-à-dire un espace à parcourir à la fois clos et transparent, qui unifie la région. Et sous prétexte d'inventer une figure plus contemporaine, l'étude qui avait été faite, qui amenait bien des contresens, proposait de remplacer les plantations d'alignement. Ça se voit absolument partout. Partout, on va les remplacer, à l'exception de quelques parties historiques, pas toute la totalité, qui étaient aussi des parties symboliques, par des bandes boisées. Donc on remplaçait presque la totalité, à l'exception de parties historiques, par des bandes boisées ou des bandes arborées. Et ces recommandations avaient la prétention d'inventer la figure d'un aménagement plus moderne, c'était ça l'argument, s'appuyant sur la demande écologique des sites traversés. Donc, effectivement, laisser faire la nature pour VNF et conforter les bandes boisées, ça allait dans le sens de ne pas assurer la gestion de l'ouvrage. Comme ils n'avaient aucun moyen, c'était plus adapté. Donc, le manque de moyens, d'entretien
et par voie de conséquence, le peu d'attention. Personne n'a rappelé que ce qui faisait la beauté du canal, c'était effectivement les plantations. Et par voie de conséquence, le peu d'attention portée aux arbres avait en réalité abouti à une accélération de la propagation de la maladie et entraîné la disparition des arbres. Alors, pour mieux comprendre, pour ne pas être trop polémique, je vais essayer de développer. Pour mieux comprendre en quoi les propositions développaient des contresens, auxquels nous nous heurtons aujourd'hui sur l'ensemble du territoire et pas simplement sur le cas du canal du Midi, mais on les voit absolument partout. Ces bandes boisées, effectivement, elles s'imposent dans de nombreux lieux et elles sont composées d'arbres et d'arbustes, d'une hauteur qui est inférieure à 3 mètres. Elles ferment l'espace, elles créent une barrière visuelle qui n'offre pas la transparence de l'alignement, qui n'offre pas la médiation, qui ne met pas en contact avec l'espace traversé, créant un espace intérieur et en même temps un espace extérieur. Elles n'existent, ces bandes boisées, en réalité que par manque d'entretien. Et c'est un abandon d'une gestion végétale et surtout d'une composition, d'une conception composée. On les rencontre de plus en plus fréquemment lorsqu'on prend le train. Il suffit que vous preniez le train, vous allez les voir un peu partout. Et elles apparaissent comme une transposition d'un modèle ferroviaire. Parce que vous voyez dans le train, on est en train de les mettre sur une grande partie d'un des sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Donc ce type de composition, ça méconnaît bien évidemment le patrimoine culturel d'exception. Mais ce qui est plus grave, j'ai fait l'inspection générale sur ce truc-là, donc c'est ça que je vais vous montrer dans les photos. Ce qui est plus grave, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a c'est que ces espèces, ça introduit des espèces végétales refuges pour les espèces animales. Ils ne se rendent pas compte de quel projet de biodiversité on met en œuvre là. Il y a plein de rats sur le canal du Midi. Moi, j'ai très peur des rats. J'étais très impressionnée par ça. Donc, et en plus, ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir sur ce lieu touristique. Alors, les bandes arborées, là, il y a les bandes boisées, vous voyez, un mur de verdure, elles ne sont pas très hautes. On n'a plus ces géants qui vont chercher très haut l'espace, qui vous créent une voûte végétale merveilleuse. Les bandes arborées, elles sont plantées d'espaces hétérogènes, de toute texture, de toute forme, de toute couleur. L'intervalle des plantations varie selon la hauteur des arbres. Les bandes arborées présentent l'image d'un fragment périurbain de grands ensembles et elles témoignent d'une vision horticole de jardin d'arbres et elles nuisent bien évidemment au sentiment d'appartenance du domaine du canal qui permettent de parcourir la totalité du Languedoc. En fait, c'est un fief. La totalité, on ne peut pas faire un manteau d'Arlequin puisque c'était en fait le Languedoc unifié. Là. Les vues offertes sur les paysages traversés deviennent aléatoires et elles banalisent, encore une fois, la figure territoriale historique. Les haies arbustives développées sur le glacis. Alors ensuite, il y a les bandes boisées, les bandes arborées, puis il y a des haies, bien évidemment, qui vont vous couper le regard par rapport au miroir d'eau. Donc, développées sur le glacis des rives ferment les vues sur le miroir dans la traversée des villages. Ces haies arbustives banalisent et contredisent l'échelle territoriale, le transformant en un square urbain. Ce n'est pas du tout adapté à ce truc qui fait 240 km et qui signifie le Languedoc sur l'ensemble de l'espace traversé. Alors que la beauté de l'ouvrage tient précisément du contraste qu'il introduit, il est rural dans le milieu urbain et il est urbain dans l'espace rural. Et ce qui permet cet effet, c'est la transparence. C'est-à-dire, si vous foutez des haies, et ben ça, justement, c'est la transparence qu'offre le canal et avec la vue sur le miroir d'eau. D'ailleurs, en général, c'est vrai partout. On détruit aussi cette identité auquel on peut se raccrocher. Donc, cette situation, elle est vraie, vous la voyez aussi dans de nombreux boulevards urbains. On coupe l'alignement et on vous fout des haies arbustives et on n'a plus du tout. Et donc ça banalise la figure. Ça banalise la figure du canal, mais ça banalise aussi les haies arbustives, des figures plus urbaines comme des boulevards. Enfin, ce que l'étude proposait, c'était une plantation asymétrique des rives du canal. Alors, ces propositions illustre, je crois, les confusions auxquelles nous sommes confrontés en termes de projet. La symétrie des berges oublie que ce qui fait la beauté de l'ouvrage, c'est précisément la symétrie. Et là, ce faisant, dans cette confusion, on amalgame ce monument du paysage à une voie d'eau naturelle, c'est-à-dire qu'à une rivière. On confond la rivière et le canal, c'est-à-dire qu'on confond ici la nature et la culture.
Là, on confondait. Donc ça, voilà une des confusions auxquelles on est confronté. On le voit, ces propositions illustrent les confusions auxquelles nous sommes confrontés en termes de projet. L'asymétrie des berges en termes de projet, je ne sais plus où j'en suis là. Oui, on confond, oui. On confond aussi, oui, la première c'est la nature avec la culture, la deuxième c'est l'histoire et la modernité. En considérant les bandes boisées comme des espaces contemporains, on oublie que l'alignement qui crée un lieu ouvert et protégé, un lieu ouvert et protégé, c'est le sens même de l'espace moderne, un lieu ouvert et protégé. Donc on établit pas seulement et en même temps un lieu ouvert et protégé, mais un lieu qui établit la plantation, elle est un élément de médiation entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Pour regarder, elle crée des fenêtres, etc. Enfin, on établit une confusion d'échelle sans respect pour la figure du canal, en créant des mini-squares avec ces haies qui contredisent l'échelle territoriale portée par la totalité de l'ouvrage, par le passage de l'ouvrage. Donc ces propositions inadaptées pour un ouvrage inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et symbole de l'art de l'aménagement à la française ont fini par poser un problème politique, parce qu'il fallait le déclasser, le canal, si on les faisait tel que ça. Donc elles obligeaient les responsables à être déclassés. C'est comme ça d'ailleurs qu'elles ont été entendues, parce qu'elles obligeaient les responsables à déclasser le canal. Donc ça a fait, il n'y a pas que le landerneau ministériel où ça a fait des histoires, c'est remonté au président de la République qui n'a pas du tout compris de quoi il s'agissait, que c'était un problème de composition qui se posait. Donc ces propositions ont posé un problème politique, et ce qu'on constate dans le Languedoc, qui est un modèle effectivement, c'est que ça s'applique hélas dans bien d'autres lieux. Si vous faites des confusions en matière d'aménagement, ça finit par poser de graves problèmes aux politiques. Donc dans ces conditions-là, ils sont prêts à vous entendre. Et je le vois partout, là, et les élus sont les meilleurs, ont une très très bonne écoute par rapport à ces questions. C'est exactement la même chose qui se passe dans le Nord, sur la Deule, là, à côté des... C'est exactement, on met aussi des bandes boisées, des choses comme ça. Si vous l'expliquez aux élus, ils vont vous défendre, ils vont très très bien le comprendre, parce qu'eux, ils le vivent tous les jours. Donc ça c'est ce que j'essayais de développer là pour le canal du Midi. Ça se passe sur l'ensemble du territoire en France. Les bords de la Deule sont envahis par des bandes boisées ou des bandes arborées, au même motif de la biodiversité et de la nécessité de s'adapter aux sites traversés. Ça, c'est des contresens formidables quand on a affaire. Donc, vous voyez, partout, nous sommes confrontés à des visions fragmentaires, de techniques qui sont accolées les unes aux autres. Les confusions de sens, comme les difficultés auxquelles se heurte le projet, tiennent à un manque de culture, je crois, et à la difficulté que nous avons de se constituer une vue d'ensemble. Et à défaut donc d'une conception globale, la fragmentation devient le collage de morceaux épars, à défaut d'avoir une conception globale, un tas de morceaux. Donc la biodiversité que nous réclamons et que nous cherchons à installer avec Michel Auduit, que nous réclamons de nos voeux, donc doit soutenir un projet qui est attaché à une composition d'ensemble, reposant sur une histoire. Alors l'histoire, elle peut être celle des gens du lieu, mais elle peut être celle aussi que s'inventent les gens qui vivent sur place. Alors pour examiner, donc voilà, j'ai fait mon pinceum, là, en vous traduisant les trois points demandés. J'étais une élève appliquée. Pour examiner plus avant, je vais évoquer deux exemples de jardins contemporains qui réclament cette qualité voulue par tous de biodiversité. Il s'agit de deux promenades, deux voyages autour des jardins que j'ai réalisés avec des amis. C'était une idée qu'a eue Michel Auduit. Et ces amis sont aussi des professionnels, et ils ont porté, ces professionnels, elles ont porté un regard parfois contradictoire. C'est par conséquent à travers ces deux voyages aussi leur regard et leur point de vue que je vais vous présenter maintenant. Alors d'abord, je développe et puis après, non c'est après. Je vais tout vous reprendre. Je vous fais d'abord un machin et une revue après. D'abord un parc de 10 hectares dans ce qu'on appelle un écoquartier, qui a été un modèle pour la réflexion sur les problèmes de l'écologie et du développement durable à la ville de Paris. Il s'agit du site des Batignolles, qui est situé à la jonction de différents quartiers, Clichy, Monceau, Saussure, Batignolles.
Ce sont des quartiers extrêmement différents les uns des autres, qui sont coupés par une voie ferrée et une voie routière. Je crois que c'est le boulevard Berthier. Et oui, c'était autrefois un boulevard urbain. Donc cette promenade, nous l'avons faite, je l'ai faite avec Hélène Santelli et Hélène Léna. Donc c'est leurs idées aussi. Elles pourront vous dire que j'ai mal compris. Ensuite, le parc du chemin de Lille, implanté en bord de Seine à Nanterre, au bout du grand axe de Paris, à peine à 10 minutes de la station RER de Nanterre-Ville. Ce parc est structuré par le parcours de l'eau, et cette visite, c'est l'idée de Michel Auduit. Et c'est avec lui, donc, qui m'a dit, il faut que... Donc c'est avec lui, sa promenade, c'est aussi ces idées que je vais vous présenter. La totalité étant sous sa commande. Alors, au Batignolles, d'abord. Le parc Martin Luther King, c'est un poumon vert d'une zone urbaine dense. Et là, on a réalisé des bassins biotopes, des fossés humides, des bosquets, en utilisant une palette végétale extrêmement variée. On a aussi implanté des prairies, il y en a plus de 7000 m² de pelouse, il y a plus de 70 000. Et le parc, il est conçu, comme le dit le concepteur, par des morceaux de paysage. Et pour répondre à la commande des élus, il est empli d'éléments susceptibles de créer des milieux favorables au développement de ce qu'on veut, d'une biodiversité. Donc nous avons retenu cet exemple parce que nous voulions nous interroger d'abord sur la question de la programmation, c'est-à-dire sur la demande d'un contenu très chargé, peut-être trop chargé, avec une accumulation de choses. Il y a vraiment un contenu terrible. Là. Il y a 3000 m² d'aires de jeu, de sport pour les enfants, il y a des espaces réservés au skate, au basket, au foot, et puis tout ça, ça vient s'additionner à des lieux qui sont dévolus à la biodiversité. Donc, il y a énormément de choses. Et nous voulions, donc, d'abord, sur le programme, un programme extrêmement chargé, et aussi on voulait questionner le sens et l'apparence de ce que peut avoir la biodiversité et ce qu'on entend comme ce qu'elle entraîne. Parce que lorsqu'on évoque, c'est ce que rappelait Hélène Santelli, l'écologie en ville, ça semble relever de l'innovation, et par là, ça se traduit par une forme d'abstraction qui est représentée par des zones pour les papillons, pour les oiseaux, pour les abeilles, pour les grenouilles, enfin, je ne sais pas, etc. En gros, en fait, c'est les papillons, les abeilles, là, quand vous verrez tous les bouquins, et les oiseaux. Donc, des objets et des espaces qui sont à côté et parallèles les uns aux autres, sans forme, sans morphologie, où l'idée directrice n'apparaît pas d'emblée. Donc, cette image, qui est souvent informelle, de zonage, ça se traduit dans l'imaginaire de bien des concepteurs. Et de là s'expliquent des projets qui additionnent les objets, les programmes, les usages. Au fond, ce sont des projets de la programmation qui additionnent les objets, les programmes, les usages. Et qui visuellement offrent la juxtaposition de morceaux. Tout ça aboutit à des lieux où on ne saisit pas bien la conception de ce que doit être l'harmonie nécessaire à un jardin, à cette idée de jardin, au fond, qui fait appel à une culture particulière. Donc le site des Batignolles constitue néanmoins un jardin très agréable pour le promeneur, parce qu'il y a une très belle diversité végétale, mais lorsqu'on traverse le parc, et comme on le traverse, quand on traverse le parc, on le traverse sans doute comme on traverse le quartier, et quand on le traverse, on ne sait pas où se trouve l'entrée, on ne sait pas non plus où se trouve la sortie. Et lorsque par hasard on est projeté sur l'élément le plus haut, le promontoire, on ne ressent pas qu'il s'agit d'un observatoire surélevé. Donc il ne semble pas avoir été traité pour spécifier qu'il constitue le point haut. Tout ça, c'était des remarques qu'on s'était faites avec mes deux amis, ces deux professionnels, etc. De même, certains éléments liés à l'eau semblent réglés par la seule technique. L'eau qui ruisselle dans le parc est guidée vers une cuve de récupération des eaux. Cette cuve constitue une réserve d'eau destinée à l'arrosage des espaces verts, mais elle n'apparaît pas dans une mise en scène ni dans le fonctionnement du projet. Donc je crois que cet état de fait vient de l'urgence avec laquelle le parc a vu le jour. Il est apparu dans un lieu et à un moment où il y a eu une opportunité foncière, où l'investissement public a dû se réaliser extrêmement rapidement, puisque c'était le lieu des Jeux Olympiques, et est resté sans doute contraint
Et en plus, il y a eu des problèmes financiers que je ne connais pas, mais tout ça, ça a été contraint par des problèmes financiers. Donc, la demande de résultats avec toutes les opérations de communication qui étaient liées aux Jeux Olympiques qui devaient arriver, ça n'a pas favorisé le temps d'une réflexion longue pour pouvoir innover dans la forme. Et il est en plus difficile de faire tout d'un seul coup. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une réflexion longue pour pouvoir innover dans la forme, mais ça n'a pas favorisé le phasage organisé par l'ensemble des services pour un projet de paysage de qualité non plus. Donc on pourrait être inquiet, parce qu'on voit qu'on est en but à beaucoup de difficultés, pour réaliser, si on se dit qu'on a vraiment du mal pour réaliser l'harmonie urbaine à travers le jardin, s'il n'y avait pas d'autres exemples qui nous paraissent intégrer à la fois la biodiversité et la capacité d'une composition réussie. Et c'est à notre sens ce que présente le parc du chemin de Lille, qui est implanté au bout du grand axe de Paris, en bord de Seine, à Nanterre, sur un terrain qui ne présente pas une forme régulière, qui est un terrain aussi très difficile, qui est coupé par deux infrastructures, l'A14 et la voie ferrée. Ce parc, il est structuré par le parcours de l'eau. Il y a une vis d'Archimède située à proximité de la Seine qui fait remonter l'eau sur un canal souterrain qui alimente l'ensemble des bassins sur lequel le visiteur peut se promener et il va découvrir une diversité d'espèces et d'espaces. Il y a des zones qui sont traitées en partie campagnardes et puis d'autres en jardin d'eau. Et ces bassins accueillent, selon un dessin, une composition savante des végétations plantées, parfois tenues dans des bacs. Et ces bassins ont un rôle écologique aussi. La diversité des plantes qui s'y trouvent, leurs besoins nutritifs et leur système de développement varié, flottant ou ancré, leur permettent d'utiliser les germes présents dans l'eau, c'est-à-dire les microbes, de les absorber, de les transformer. Tout ça, c'était comment Michel Houduy vous le décrira encore mieux que moi. Dans cet espace peigné par les infrastructures, avec la présence ténue, il y a une urbanisation qui lèche les franges, il y a un esprit de campagne avec des prairies, et cette omniprésence de l'eau surgit ici pour apaiser et donner du bien-être aux visiteurs. C'est un petit paradis. Ce parc, un petit paradis aux franges de la ville. Il est empli d'une urbanisation galopante, mais il est complètement préservé par la foule parce qu'il n'est pas très connu. Et s'il n'est pas encombré de monde, en revanche, il y a un vrai accueil qui est assuré par une équipe de gestion qui est extrêmement présente et extrêmement compétente, nous a-t-il semblé. Et c'est sans doute ce qui fait son charme, le choix apporté par les jardiniers sur le site et la relative intimité qu'il procure avec une nature recomposée et redessinée. Il a été réalisé par Acanthe, par Guillaume Godefroy de Chaume, je ne le connaissais pas, mais il a présenté, c'est un type qui avait vraiment une vraie culture. Et il y a quelques années, et il renoue avec l'utilisation savante, je trouve ce parc qui est assez méconnu, au fond tout au bout du grand axe de la Défense, d'un Burle Marx. Il y a quelque chose qui se renoue là, et ça donne, et nous donne une illustration d'un traitement et d'une atmosphère récréative pour un jardin à venir. Donc il y a effectivement des choses qui sont liées à la programmation, mais il y a des choses aussi extrêmement réussies là, qu'on a actuellement. Donc ce jardin nous permet de conclure que l'utilisation adaptée du développement durable, tant à travers le traitement de l'eau, l'organisation du chantier et l'idée de recyclage, ne pas exporter les terres, trouver un équilibre dans l'utilisation des déblais et remblais nécessaires et pris sur place, les modes de gestion en fonction du milieu de la végétation et de l'utilisation des matériaux. Donc à travers ces deux exemples, on voit que pour qu'un espace soit réussi, comme l'est maintenant le viaduc de Daumesnil qui avait été fait dans les années 90, c'était l'arche de Noé du végétal qui a été entièrement plébiscité par les Parisiens. Donc il faut que la pensée s'appuie à la fois sur un investissement politique autant que sur un investissement des créateurs. Il faut une continuité qui soit affirmée dans le temps et qui soit affirmée dans le long terme. Pour le grand axe de Paris, là, Guillaume Godefroy de Chaume, il a travaillé, ça a été assuré, cette continuité a été assurée. D'abord par la mission Grand Axe, avec Paul Chemetov, il y a plus de 20 ans, puis avec l'investissement de l'ensemble de la profession. On se souvient de son ennemi personnel, Roland Castro, qui avait fait aussi des propositions, ils ont tous investi là-dedans. Ça explique que l'axe vert a été inscrit dans les textes
il y a eu les PLU et les réflexions. Et la réflexion s'est encore enrichie il y a quelques années par le concours sur le grand axe de Paris qui a été gagné par les Treuttel avec le projet des terrasses. Donc cette idée de continuité d'une pensée directrice a ainsi trouvé tout son poids dans ce jardin écologique qui fait remonter l'eau de la Seine pour traiter le chemin de l'île. Parce que les concepteurs, là, ils ont eu la possibilité, contrairement à l'autre exemple présenté, d'avoir une pensée directrice sur ce jardin. Alors, je vais vous présenter, redire tout ça. Donc, je vous rappelle, j'ai illustré le jardin, le territoire, le paysage, le territoire, et puis j'ai pris les photos qui étaient les miennes. Les photos du canal du Midi que je vais vous montrer, c'est celles que j'ai faites à l'occasion de l'inspection générale du canal il y a un peu plus d'un an. Alors, ça illustre. Bon. Voilà le tableau du parc de Versailles. Là, c'est cette idée. Michel Haudeby travaille sur le nôtre, effectivement. Et ça présente une vue cavalière du projet de le nôtre avec la grande perspective qui est soulignée, comme vous le voyez, par cette double rangée de plantations d'alignement, très mal partie aujourd'hui pour l'espace. Il va falloir que vous la défendiez ferme, là. Donc cette figure fondatrice, c'est une figure fondatrice qui est le modèle aussi de ce qu'est un espace moderne, ouvert et protégé à la fois, et un espace de médiation en même temps, va permettre de parcourir la grande distance. Et au fond, cette image, cette présentation de cette figure fondatrice qui va constituer notre espace national. Alors ça, c'est un deuxième tableau pour rappeler que voilà le site originel, il n'est pas très beau, pardon, sur lequel se compose, le nôtre va composer le parc de Versailles, qu'on vient de voir auparavant. Vous voyez que ça, c'est le château de Louis XIII. Et c'est donc le site d'une petite vallée suspendue dont le nôtre va utiliser les caractéristiques, c'est toujours utiliser les caractéristiques, pour mettre en valeur le grand parc. Et ces deux premières images, ça constitue une évocation de l'art de l'aménagement dans un parc à la française, le grand art. Alors, voilà se profiler à la même époque l'art de l'aménagement sur le territoire. On est sur le canal du Midi, c'est des photos, encore une fois, je vous l'ai dit, je les ai prises il y a un an à peu près. On est au Pont Jumeau à Toulouse. Ce canal du Midi, vous vous en souvenez, ça devait permettre de relier, d'aller d'une mer à l'autre, de rejoindre la Garonne à Bordeaux et par Toulouse de retrouver la Méditerranée en allant jusqu'à Narbonne. Donc ici, c'est les ponts jumeaux et c'est là que commence véritablement le canal du Midi. Et vous voyez autour de ce magnifique ensemble architectural du pont qui est assez dégradé quand même, comme vous le montre cette image, ça annonce l'état général du canal du Midi inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Donc voilà, alors l'image, voilà la figure, l'image de la figure. La figure d'un canal, c'est un plan d'eau, c'est aussi des photos qui ont été prises, un glacier enherbé, il est un peu asséché parce qu'on est en juillet, et sur les berges, une plantation d'alignement. Et vous voyez que dans le fond, là vous voyez dans le fond, donc un plan d'eau, un glacier enherbé, une plantation d'alignement. Ça, c'est la figure du canal. Et vous voyez que quand on traverse un village, il est enrichi par un petit pont, qui est un pont qu'on doit à Garépuy, Bertrand Garépuy, l'ingénieur des États du Languedoc. Donc ça, ce travail sur les ouvrages d'art est très, très élégant. C'est un pont extrêmement élégant. Alors, ici, voilà l'image aussi et la figure du canal avec le miroir d'eau, toujours, le glacier enherbé encore asséché. Voilà, vous avez d'un côté sur la berge la plantation qui est d'alignement. Quelquefois, il y avait deux, quand on traversait les villages, il y avait deux plantations d'alignement, je ne sais plus d'ailleurs. Et de l'autre côté, vous voyez que, elle est déjà un peu brouillée. Alors, ces alignements, ça crée un effet de... Ah non, c'était le premier, là, je voulais revenir là-dessus. Cette figure, elle crée un effet de profondeur en même temps. Et elle crée autant de fenêtres de lecture pour le paysage traversé. Ces plantations sont un élément médiateur. Elle permet, quand on est à 6 à l'heure sur l'eau, on comprend admirablement là où c'est une formation, une pédagogie de l'espace formidable. Donc,
Donc voilà cette image donc avec le miroir d'eau qui est en fait l'atmosphère que l'on trouve. Alors ce que je voulais dire, c'est que d'un côté la plantation est intacte et de l'autre côté, comment dire, elle se brouille déjà. Vous voyez, donc en fait l'image, c'est qu'on les a plantés très serrés. À l'origine, ils étaient plantés tous les 5 mètres. C'était vrai aussi dans les boulevards urbains. Tous les 5 mètres, c'est très intéressant, en particulier dans un boulevard urbain, parce que ça empêche le garage d'une voiture. Voilà. Donc maintenant, ils ont inventé, parce que ça, c'est les forestiers qui n'avaient aucune compétence sur le... Enfin, moi, je suis un peu excessive, hein, pardon, sur le canal, et qui ont inventé de les mettre de manière séparée, sous prétexte pour qu'ils soient plus beaux. Mais ce qui faisait la beauté de l'ouvrage, c'est comme ils étaient plantés serrés, ils allaient très haut chercher la lumière, ça faisait des géants qui se miraient sur... Vous voyez, on a cette ambiance-là, donc une voûte végétale, ces géants, ces fenêtres de lecture, c'était... Quand on est là-dedans, on sent quelque chose, quoi. C'est comme vraiment... Donc, c'était un espace absolument merveilleux. Alors, on est en train de brouiller, déjà, en mettant des bandes arborées qui commencent à apparaître. Vous voyez, il y en a de toutes les tailles, toutes les hauteurs. Tout ça, c'était pour des problèmes d'entretien, bien évidemment. Comme il n'y a plus personne... Avant, DNF avait des gens, les hommes de verre, comme sur les autoroutes, qui entretenaient cela. Ils n'ont plus du tout d'argent. Et comme ils n'ont plus du tout d'argent, eh ben, ils ont fait au plus pressé. Mais en même temps, ils ont laissé se répandre la maladie en faisant ça. Parce que le chancre, il est arrivé en 1945 par une caisse de l'armée américaine. Et donc, en fait, il ne devrait plus y en avoir du tout. Donc là, c'est un manque de gestion. Un manque de gestion, et par ailleurs, ce qu'on était en train de nous vendre, ces bandes arborées, c'est le modèle ferroviaire qui est un prêt à végétaliser sur ce modèle. Et c'est ça qui pour un patrimoine de cette qualité, ne va pas. Bon, donc c'était ça. Donc vous voyez que sur l'autre rive, c'est un peu altéré, ça commande, mais ça garde l'ambiance. Ça garde cette ambiance magnifique, et donc l'ambiance est préservée encore. Alors maintenant, quand on a coupé tous les platanes, ça y est, là, ils sont en train de nous replanter les bandes arborées. Voilà ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne, qu'on a remplacé par des bouquets d'arbres de toutes les formes, de toutes les couleurs. Vous voyez qu'on n'est plus dans cet espace qui était quand même un espace merveilleux. Tout le merveilleux disparaît. Voilà ce que ça donne, et voilà ce qu'on voulait nous vendre. Alors ensuite, il est quand même assez abîmé, hein, parce que ça fait 40 ans qu'il n'y a plus de compétences, de gestion, de paysagistes réellement qui se sont implantés dessus. Et puis ensuite, ils ont voulu mettre des spécialistes du végétal, mais qui n'étaient pas spécialistes du canal, qui ne comprenaient rien. Et la question qui s'est posée, c'était par rapport à la culture du canal. Les gens qui étaient les plus forts là-dedans, c'était ceux qui l'utilisaient, qui l'avaient étudié depuis 20 ans, c'était les inspecteurs des sites qui étaient les plus forts. Ça m'a frappé d'ailleurs, qu'ils connaissaient admirablement. Voilà. Alors voilà ce qu'on fait aussi, ça c'est pour vous donner un exemple, mais cet exemple-là, on est à Castelnaudary dans un lieu majeur. Dans un lieu majeur, on vous implante des haies d'abord, et puis après de toutes les tailles, de toutes les couleurs. On est dans cette traversée, et là aussi, la figure majestueuse, où on sent quelque chose, encore une fois, est complètement banalisée. Vous voyez, on a planté des palmiers à côté des plantations de hautes tiges, et on les a plantés comme si c'était un jardin d'un pavillon. Et on a installé des haies basses, et là, ce qui faisait la beauté dans cette petite ville, c'était justement de retrouver le miroir, c'est le miroir d'eau. Et à chaque fois, on vous fout une haie basse, comme ça, on ne peut plus le voir. On n'a plus cette identité qui appartient à notre imaginaire, et qui était un imaginaire national. Donc, attendez, mince. Voilà. Alors ça, c'est à Carcassonne. Ça, c'est près des bâtiments, qui sont des bâtiments encore plus symboliques, qui sont les bâtiments du canal. Ben, voilà ce qu'on y met, là. C'est les bâtiments des ingénieurs. C'était des trucs néoclassiques absolument merveilleux. Et ils nous foutent des... moi, je suis complètement un peu parti pris, là, mais comme je l'ai étudié on m'y a envoyé tous les 3 ans pendant 30 ans, donc c'était quelque chose que je connaissais bien. Ce truc-là. Puis j'avais beaucoup réfléchi, j'avais fait une petite grammaire végétale, j'avais réfléchi à cette idée sur le végétal. Donc à Carcassonne, c'est à proximité de bâtiments publics de navigation. On a installé des lavandins qui auraient sans doute la place dans un lotissement pavillonnaire, mais en plus, vous voyez que la figure, j'ai fait l'effort de vous la décrire, un miroir d'eau, un glacier enherbé, des plantations d'alignement. Là, ils ont foutu un ponton d'accostage qui est pour un port maritime, mais pas pour le canal du Midi.
Donc, donc tout ça, ce ponton, les lavandins, ça contribue à la banalisation de ce monument du paysage. C'est un monument du paysage, le canal du Midi. Alors ensuite aussi, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour entretenir les arbres, et puis comme il y avait la maladie, qui ne voulait pas tout dessoucher, ils ont mis aussi un intervalle tous les 16 mètres. Et d'ailleurs, maintenant, c'est partout ce qu'on vous dit. On fait plus partout en France, il n'y a plus... Il faut que vous vous souveniez qu'à l'origine, c'était tous les 5 mètres. Maintenant, c'est tous les 7-8 mètres. On vous dit que c'est tous les 7-8 mètres. Et maintenant, c'est tous les 16 mètres. Ça veut dire que ça détruit la figure du linéaire. Là, on a retiré 1 sur 2. Mais surtout, ce que ça fait, c'est que dans le canal du Midi, il y a quand même, dans la période des chaleurs, on a plus de 30 degrés, donc pendant au moins 2 ou 3 mois. Donc c'était un havre de fraîcheur, en fait, qui faisait venir les gens. Et bien là, le havre de fraîcheur n'est plus assuré. Donc ça c'est un inconvénient. Et puis, en même temps, les plantations, ça permettait aussi de pallier à l'évaporation de l'eau. Donc tout ça, c'est vraiment pas pensé par rapport au canal. Alors voilà aussi ce qu'on fait. Vous voyez que la plantation d'alignement est en lambeaux. C'est un petit ouvrage aussi historique. Et là, on le traite comme un jardin de square. La plantation, en revanche, ont été comme un jardin public. Donc l'espace du domaine public est privatisé. Et ce qui est fâcheux, c'est le traitement du mobilier qui accompagne cette privatisation. Et vous voyez que le traitement est mal adapté au canal et que ça, c'est affaire de culture. C'est affaire de culture. C'est ça qu'à chaque fois, c'est affaire de culture par rapport à la compréhension de ce que représente l'ouvrage et par rapport à la figure que j'ai essayé de vous développer. Mais les figures, c'est partout, hein, les figures urbaines aussi. On ne sait plus. Je me suis oubliée moi-même pour un site. Je ne sais pas si... donc, à part les pentes boisées qui présentent des murs de verdure sur le modèle Ferrobière et qui présentent une part importante des 240 km du canal du Midi, l'alignement dans l'étude avec un intervalle de 8 mètres entre les arbres, dans cette étude, elles n'étaient conservées que dans les zones symboliques. Elles étaient conservées à Capestan, au Poy, ce n'était pas la totalité. Hein. Dans les zones symboliques, on les conservait, mais finalement assez peu. Au Capestan, au Poy, au Malpas, ou après les écluses de Fonsrane dans la région de Béziers. Donc voilà les propositions qui s'appliquent sur le canal du Midi, mais qui s'appliquent sur la totalité du territoire en France. Et donc aujourd'hui, alors bien sûr, après ce que je vous ai expliqué, il y a eu une présentation à la Commission supérieure des sites, et là, la totalité des membres de ont refusé cette étude, mais il y a une autre étude qui va présenter une étude de référence patrimoniale. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de continuité là-dedans. C'est-à-dire que les gens qui étaient... Je pense que ce n'est plus les mêmes inspecteurs des sites qui le suivent, et donc on va revenir à cette histoire. Les bandes boisées, c'est un truc extrêmement fort et qui risque de revenir, par manque, encore une fois, de compétences, de culture, de gens adaptés et de suivi dans ce genre de choses. Donc voilà. Alors, ça c'est pour le canal du Midi, mais ça montre aussi, tout ça c'est fait au nom de la biodiversité, bien évidemment. Hein. Alors, ici, voilà le site des Batignolles, avec ce programme, qui est donc à la rencontre de quartiers très différents, qui est à la rencontre de Monceau, de Clichy. C'est un lieu coupé par des voies ferrées et des radiales. Et voilà, donc ça a été le site qui était choisi pour implanter les Jeux olympiques. Donc c'est installé le jardin est installé dans un site historique de voies ferrées, d'ateliers de décors de l'opéra, et ce jardin présente une accumulation d'ouvrages et d'usages. Voilà. Donc, cette image de l'éolienne, ça symbolise la demande des élus, mais elle montre aussi une expression minimaliste et un peu convenue, comme le disait Hélène Santelli. Donc la palette végétale qui est utilisée utilise l'ancrage des végétaux, apparaît aussi comme une juxtaposition d'essence, contrairement au mobilier urbain qui est très bien dessiné ici. Alors voilà cette palette végétale, vous voyez, elle n'est pas véritablement dessinée non plus. Alors, les escaliers, comme les cheminements, n'offrent pas de continuité. L'accès du promontoire n'est pas véritablement agréable. Ça, c'est le point haut du parc, ni visible. Voilà la photo qu'on a prise du promontoire.
et il domine, ça n'offre pas de vue sur le jardin, sur la totalité du jardin. Et ce morceau qui constitue cet observatoire, il semble qu'il a été conçu indépendamment des îlots qui l'entourent. Sur le promontoire, on est donc sur l'élément haut du parc, mais on voit que pour y accéder et se l'approprier, il y a des cheminements et des escaliers qui mènent nulle part, et il n'existe pas de continuité dans les cheminements, et ils n'ont d'ailleurs été... On voit que l'usage les a détournés, d'ailleurs, là, vous voyez très bien. Donc, le dessin, voilà ce dessin formel du cheminement, le dessin formel du cheminement qui exclut la problématique de l'entretien du végétal, comme vous pouvez voir ici. Le détail n'est pas résolu en lui-même, parce qu'il ne fait pas partie du tout. Donc, vous voyez, ce collage, ça donne aussi... enfin, c'est quand même un très joli tableau. Là, c'est notre amie Hélène Lénac qui nous dit bonjour, qui nous salue, qui vous salue. Et pendant que Hélène Santelli s'interrogeait sur le sens des potelets de bois qui séparaient les lieux entre eux, et elle se demandait si le cheminement n'aurait pas pu être intégré dans la composition végétale. Enfin, quoi qu'il en soit, ce parc offre des usages très divers. Les rollers là, qui ont un cheminement adapté voisinent, comme vous pouvez voir, les personnes âgées dans la lecture. Et puis juste à côté, plus loin, là, tout au bout, il y a les jeux d'enfants. Donc ça offre des usages extrêmement divers. Il y a un ensemble de choses beaucoup trop... Il est très très chargé. Donc une palette végétale, un traitement riche et savante. Voilà, ça c'est le traitement au sol qui a été assez soigné. D'ailleurs, on voit à peu près le même que si vous allez au mémorial de Nantes, là, à côté de l'île de Nantes, il y a un truc un peu comme ça pour les bateaux, c'est assez bien traité. Le traitement aussi du végétal qui est assez savant, mais il y a aussi des espaces qui ne sont pas vraiment accueillants, comme là, c'est un peu un espace d'antichambre. Alors voilà, ça c'est le deuxième parc. Donc celui-là, je l'ai expliqué, c'était lié en fait au fait que ça s'est fait un peu dans l'urgence, qu'il y a une programmation très très compliquée, le premier, mais c'est un des modèles de l'écoquartier de la biodiversité à Paris. Donc nous, ce qu'on voudrait là-dessus, à travers cet exemple, bien sûr la critique est facile et l'art bien difficile, on le mesure, mais on voudrait quand même que là, autour de ça, s'introduisent des débats. Et qu'on ne reste pas, on n'a pas le droit en fait de faire la critique, et c'est justement un débat critique qu'on aurait aimé initier. Ah, c'est un peu ça. Je ne sais pas, je suis un peu bousculée là, parce que la critique est facile et on a l'air d'être méchant gratuitement. Mais là, il y a effectivement des problèmes, et il faut comprendre cette idée que le politique doit aussi avoir, qu'il y a un problème de culture et qu'il faut aussi... Alors voilà le deuxième. Donc ça, c'est je laisserai peut-être aussi un petit peu intervenir Michel Audoui là-dessus. Donc ça, c'est entre des infrastructures, à proximité immédiate des habitations et des tours de Nanterre. Voilà le site du parc du chemin de l'île qui a été réalisé par Raconte, et en particulier par ce type qui était vraiment une merveille de culture, qui était Guillaume Godefroy de Chaume. On m'a dit qu'il était mort, il va vraiment nous manquer celui-là. Voilà le plan du jardin, implanté sur un terrain qui ne présente pas de forme régulière et qui était autrefois dans un contexte d'une usine d'incinération. Donc c'est un lieu pas facile où ils sont intervenus. Avec aujourd'hui, il y a deux grands types d'ambiance. Il y a d'abord une partie en prairie, qui sont des prairies qui offrent une atmosphère très rurale, et puis avec la rivière là, que vous voyez qui est recomposée, donc la partie prairie, et puis l'autre partie qui sont les bassins, et qui est très dessinée, cette partie très dessinée, et ces bassins, ça structure le parcours de l'eau. Donc là, on voit tout à fait bien d'emblée, enfin, ça c'est un dépliant publicitaire, mais on voit d'emblée bien la composition et l'idée. Voilà ces bassins, vous voyez, qui se profilent avec ces végétations qui sont tenues dans des bacs. Tout est dessiné, composé, l'implantation végétale, comme le mobilier. Regardez, le mobilier est aussi très dessiné et très contemporain que vous voyez apparaître. Donc on se promène sur ces bassins et on marche à l'aide de petits pontons qui font en fait penser que quand l'eau monte à Venise, je ne sais pas si vous êtes allé balader, mais il y a la Quai Alta monte, mais on a un peu cette impression-là, irrésistible, ça fait penser irrésistiblement à ça, mais on est immergé dans le végétal.
Donc on marche sur ces bassins et donc ils sont entretenus aussi par des jardiniers. Et ce type, d'ailleurs, il était très très concentré sur son travail. Il nous a parlé, il nous a dit que c'était absolument... Il nous a raconté, il faudra que tu donnes des détails. Il était extrêmement compétent, extrêmement intéressant. Et on a comme ça eu aussi une introduction au jardin par la conversation avec les jardiniers. Alors, voilà la scène et la vis d'Archimède. C'est cette vis d'Archimède qui permet de faire remonter l'eau pour alimenter les bassins. On a mis une photo, là vous voyez Michel Audoui, qui donne l'échelle. C'est lui qui a choisi de présenter cet exemple. Et vous voyez qu'il y a un petit canal souterrain, là, qui circule sous la grille et qui va venir alimenter les bassins. Tu veux dire autre chose? Voilà la rivière qui est redessinée entre... Moi, j'étais l'élève. C'était aussi la tête et les jambes, notre histoire. Alors, voilà la rivière qui est redessinée dans cette partie de prairie, entre les viaducs. Vous voyez, c'était un site où il y avait des incinérations. C'était un site très difficile, là, très difficile. Et donc, là, il y a une atmosphère tout à fait rurale. C'est vraiment un lieu tout à fait charmant. Donc, voilà le petit canal qui réapparaît, qui va alimenter les bassins. Ça, c'est le point haut. On était où, là? De dépôt de terre provisoire pour l'instant. Ouais, c'est le panorama. Là, on a un panorama. Oui, il y a un dépôt de terre qui crée un panorama et vous avez l'ensemble de ces bassins sur lesquels on a marché, là. Donc voilà le détail des petits ouvrages qui ferment l'eau. Vous voyez, tout est très dessiné, tout est très bien traité. Voilà ces petites vannes du parcours de l'eau qui servent de régulateur pour les bassins, pour l'eau des bassins. Alors là, on est dans la deuxième partie, cette partie de prairie qui est beaucoup plus campagnarde, beaucoup plus rupestre. Et vous voyez qu'avant, il y avait vraiment la ville qui vient dessus. On est complètement à la ville avec une ambiance extrêmement campagnarde, avec ce genre de choses. Et puis le jardinier qui vient apparaître. On était sous la pluie. On est allé ce jour-là, le jour de la présidence de la République. Comment c'était là? On était entièrement sous la pluie. Ouais. Donc, on est revenu complètement mouillé. Enfin, voilà. Alors, là, ça c'est l'alignement. Il a mis un alignement qui borde le parc. Alors, là, bien sûr, maintenant, à cause de la maladie, en particulier de ce que je vous ai raconté sur le canal du Midi, on est en train de faire des alignements, mais avec des végétations complètement différentes. Alors, bien évidemment, c'est à cause des infections de la maladie, en particulier, tout le monde a derrière la tête l'histoire du canal du Midi qui est en train d'entièrement disparaître. Moi, ça me laisse quand même perplexe, cette plantation d'alignement, mais c'était un débat qu'on avait avec Michel Audoui. Je trouve que ça fait un peu le manteau d'Arlequin et il faut s'en méfier parce qu'il n'y a plus cette grande perspective. On peut changer, mais en attendant sur le canal, tous les biefs, pas ça. Hein, voilà. Bon, alors enfin pour terminer, ça c'est les miroirs d'eau, c'est l'entrée du parc avec le miroir d'eau. Ça c'est une autre image avec son miroir. Vous voyez, c'était un lieu vraiment très difficile, d'incinération, etc. On est très bien, on est absolument immergé, c'est un rêve pour le promeneur. On était vraiment bien, voilà, vous voyez ces ambiances de jardin d'eau. Alors, donc pour terminer, c'est une ambiance et son souci de composition végétale adaptée et réussie. C'était quand même quelque chose d'assez réussi. Alors la morale de notre histoire, comme ce que fait le laboureur à ses enfants, c'est que les projets réussis, c'est d'abord et toujours animés par une culture. Ce qui manque le plus, c'est la culture. Et une composition qui est adossée aussi à une commande politique. Il faut qu'il y ait la culture et une composition, c'est ça qu'on voulait rappeler. Culture à la fois de la maîtrise d'œuvre, bien évidemment, pour mener à bien donc, cette composition d'ensemble, mais aussi de la maîtrise d'ouvrage, pour organiser le phasage adapté de l'opération dans le temps. Et ça nécessite un investissement politique à long terme, donc il faut absolument que les paysagistes aillent revoir le politique pour qu'il y ait une commande politique sur ces questions, et ça réclame encore une stratégie. Le pauvre concepteur, il a besoin non seulement d'avoir de bonnes idées, mais d'avoir une stratégie pour faire passer ces bonnes idées, et une stratégie de tous les moments, et enfin,
en fait, même le plus génial des concepteurs, Guillaume Godefroy de Saume était sûrement un type d'une grande, grande qualité et formidable, mais il ne peut pas être tout seul. Vous voyez, pour l'histoire, c'est ce que cette histoire nous montre. Il ne peut pas être isolé, ce n'est pas quelque chose d'isolé, il faut la mobilisation d'intelligence cumulée. C'est-à-dire qu'en fait, les grandes choses se font toujours, jamais avec un Lucky Luke, un cow-boy tout seul, mais ça se fait à travers 2 ou 3 personnes. L'inspection que j'ai faite sur le canal du Midi, je ne l'ai pas faite toute seule. Je ne l'aurais jamais fait si 2 ou 3 personnes des sites, pas beaucoup, mais quand même, m'ont dit tu ne peux pas laisser faire ça. Donc j'y suis allée pour prendre que des baffes. Voilà.